Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette principale édition de l'information de Canal 7, la chaîne panafricaine. Dans l'actualité de ce vendredi, ouverture à Libreville du 3e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles d'Afrique, une assemblée générale qui devrait examiner plusieurs thèmes liés aux activités scientifiques et organisationnelles du congrès et les perspectives de sa promotion en une organisation continentale qui contribue à la promotion des principes démocratiques et valeurs constitutionnelles et qui pourrait porter sur les relations de coopération avec les espaces régionaux. La direction du commerce de la Commission européenne annonce que les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne ont atteint en 2014 quelques 29,23 milliards d'euros, en hausse de près de 7% par rapport à 2013, ce qui faisait du Maroc l'an dernier le 28e partenaire commercial de l'UE avec 18,22 milliards d'euros de marchandises importées. La donne a donc changé. Ce niveau d'échange place le Maroc à la 20e place parmi les partenaires de l'UE en 2014 pour ce qui est des exportations et à la 31e position en ce qui concerne les importations. Du sport, menace de grève des joueurs des championnats espagnols de football. Les athlètes professionnels brandissent le débrayage à partir du 16 mai si un accord n'est pas trouvé avec le gouvernement à propos d'une meilleure répartition des droits de retransmission télévisuelle. Nous demandons moins de différence dans la distribution des droits entre la première et la deuxième division, comme cela se fait ailleurs en Europe. Voilà l'une des revendications des footballeurs. Vers la fin de ce journal, Dina Koussou viendra me rejoindre sur ce plateau. Nous allons parler de la situation en République centrafricaine depuis l'officialisation des soupçons de viol sur mineurs commis par des soldats français en mission à Bangui. L'enquête s'accélère en France. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire qui permettra d'identifier les coupables. Voilà pour la vitrine, les détails dans un instant, mais d'abord toutes nos excuses pour le démarrage tardif de cette édition de l'information en raison de l'abondance de l'actualité à Libreville où on parlait de ce 3e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles, mais également la célébration de la journée de la jeunesse. D'abord donc ce 3e congrès de la conférence des juridictions à Libreville, des juridictions constitutionnelles africaines qui s'est ouverte officiellement ce vendredi au siège de la Cour constitutionnelle dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise, placé sous le thème Cour constitutionnelle et fonctions de régulation. Ce colloque se veut une plateforme d'évaluation du chemin parcouru, mais aussi d'échange et de la promotion des principes démocratiques. Aziz Maïga. Je ne doute pas un seul instant que les résultats de vos travaux seront pour nous tous, source d'enrichissement et de motivation supplémentaire dans notre entreprise commune de construction d'état de droit démocratique. C'est donc sur cet espoir que je déclare ouverts les travaux du 3e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Je vous remercie. C'est par ces mots que le président Ali Bongo Ondimba a planté le décor et lancé les assises du 3e congrès de la conférence de juridiction constitutionnelle africaine ce vendredi à la Cour constitutionnelle du Gabon, 6 au front de mer. Placé sous le thème Cour constitutionnelle et fonctions de régulation, ce colloque se veut une plateforme d'échange. Pendant 3 jours, les juridictions constitutionnelles africaines, membres de la CJCA, examineront plusieurs thèmes liés aux activités scientifiques et organisationnelles du Congrès et les perspectives de sa promotion en une organisation continentale contribuant au rappel des principes démocratiques et valeurs constitutionnelles. Aussi, les débats porteront sur les relations de coopération avec les espaces régionaux. Dans son discours d'ouverture, le président de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine Boronto, a salué la détermination des membres de cette institution panafricaine, mais aussi expliqué les enjeux du thème choisi. Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le 3e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines qui s'ouvre ce jour à Libreville, a retenu pour thème de réflexion Cour constitutionnelle et fonctions de régulation. Lorsqu'il nous a été donné de proposer au sein du bureau de la conférence une thématique pour les présentes assises, il nous est apparu opportun, à l'heure où la plupart de nos cours et conseils constitutionnels commencent après plusieurs années d'exercice,
à tirer les premiers bilans de leur activité institutionnelle, de s'interroger en définitive sur la place qui est la nôtre au sein des institutions de nos États. Par ailleurs, cette conférence a été rehaussée par la présence des représentants de l'Union africaine et de la Commission de Venise. Portée sur les fonds baptismaux le 8 mai 2011, la CJCA est une association panafricaine fondée par 25 cours et conseils constitutionnels obéissant à un impératif fédérateur et de démocratie. Autre actualité à Libreville, la fête de la jeunesse du Gabon qui a démarré cet après-midi dans la capitale gabonaise en présence des autorités gouvernementales. Une aubaine pour faire un bilan et interpeller les acteurs du monde de la jeunesse sur leurs problèmes. Retrouvons Roland Diaco. Prévu pour débuter à 11h heure locale, la fête nationale de la jeunesse au Gabon a finalement démarré à 15h30 avec l'arrivée des officiels au jardin botanique dans le premier arrondissement de Libreville. À travers son allocution, le président du Conseil national de la jeunesse a précisé que cette fête dédiée à la jeunesse du pays est une aubaine pour faire un bilan et interpeller les autorités de tutelle. Mesdames et messieurs, vous êtes tous conscients que la jeunesse est une période de la vie très sensible et très vulnérable face aux maux qui minent notre société tels que l'inadéquation formation-emploi, l'insuffisance des modèles à suivre, la prolifération des IST et du sida, le chômage des jeunes, les effectifs pléthoriques dans nos salles de classe. Plusieurs jeunes venus de l'intérieur du pays et de toutes les couches sociales ont fait vibrer la salle de spectacle du jardin botanique. Devant cette jeunesse assidue et attentive, le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à préciser que les souhaits de la jeunesse évoqués en 2012 étaient réalisés et sont perceptibles. Tous ces problèmes, 3 ans après la tenue de ces importantes assises, avaient mis en exergue 45 propositions pertinentes sur les plans institutionnels et techniques pour renverser la tendance, des signaux encourageants dans les domaines de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté, de la lutte pour la bonne santé et l'éducation. Toutes ces demandes sont désormais perceptibles sur le terrain grâce à la mise en cohérence par le gouvernement et sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour certains jeunes, la satisfaction n'est pas aussi totale. Pendant le déroulement de l'événement, le vainqueur du prix du meilleur projet junior entreprise a été dévoilé et l'école de management du Gabon a remporté la somme de 5 millions de francs CFA. Une joie pour les participants à ce concours lancé par le gouvernement pour encourager la créativité de la jeunesse. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, plusieurs choses ont été faites, mais qui ne sont pas encore vraiment visibles sur le terrain. Parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a vraiment un manque de communication par rapport à tout ce qui est fait. Nous n'allons pas mentir que rien n'est fait. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont en train de se faire, mais beaucoup reste encore à faire. Créé en 1980, ce grand rendez-vous de la jeunesse gabonaise se poursuivra demain dans la ville de Lambaréné, où le chef de l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba s'exprimera face à la jeunesse. Plusieurs activités autour de la jeunesse vont clôturer cet événement dans une ambiance de fête au stade des Ngayong de Libreville. À l'étranger, Justice internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront jugés par la Cour pénale internationale le 10 novembre prochain. Une annonce faite jeudi par les magistrats de la haute juridiction internationale. La date du 10 novembre suscite la colère des pro-Gbagbo qui dénoncent depuis 2011 une machination de la France. Uriel Abaga. Jeudi à La Haye, les juges de la Cour pénale internationale ont annoncé la date du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. L'ex-chef de l'État ivoirien et l'ancien leader des jeunes patriotes seront entendus par la Cour le 10 novembre prochain pour répondre des 4 charges de crimes contre l'humanité qui pèsent sur eux depuis 2011. Pour rappel, Laurent Gbagbo est considéré comme le principal protagoniste de la crise post-électorale mortelle de 2010-2011 pour avoir contesté la victoire d'Alassane Ouattara et refusé de quitter le fauteuil présidentiel. Charles Blé Goudé est quant à lui désigné comme l'homme des sales besognes et donc l'instigateur des meurtres, des viols et d'autres exactions en tout genre. Laurent Gbagbo devait être jugé en milieu du mois de juillet, mais la CPI a décidé de joindre son procès à celui de son ancien ministre, les éléments de l'accusation étant totalement les mêmes pour l'un et l'autre.
Alors que les pro-Gbagbo pensaient à un report de quelques semaines, les magistrats de la Haye ont décidé de faire comparaître les deux accusés le 10 novembre, quelques semaines donc après la tenue de l'élection présidentielle tant attendue en Côte d'Ivoire et pour laquelle Alassane Ouattara part en véritable favori. Une date qui ne sied pas aux fidèles de Laurent Gbagbo, qui, comme leurs champions, font état d'une machination de la France et une justice des vainqueurs qui viserait l'une et l'autre à écarter les pro-Gbagbo de la présidentielle. Plus de 80 personnalités proches de l'ex-chef de l'État ivoirien ont été entendues et jugées il y a quelques mois et les principaux cadres du Front populaire ivoirien acquis à la cause de Laurent Gbagbo ont écopé de lourdes peines de prison. 4 ans après la fin des violences post-électorales de 2010-2011, le constat fait est qu'aucun membre du camp Alassane Ouattara n'a jusqu'à présent été inquiété par la justice ivoirienne ou par la Cour pénale internationale. Un fait qui enfonce un peu plus la CPI, dont la crédibilité est remise en cause depuis des années. Nous restons en Afrique de l'Ouest en plus bref. La rencontre entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui en raison du refus in extremis du leader de l'opposition de participer à cette entrevue. L'ancien candidat à la présidentielle brandit l'argument des exactions commises par les forces de l'ordre guinéennes dont sont victimes les opposants manifestants depuis plusieurs jours. Hier déjà, à la veille de cette rencontre, plusieurs jeunes répondant à l'appel de l'opposition sont à nouveau descendus dans les rues pour contester le calendrier des scrutins dévoilé il y a plusieurs semaines par la commission électorale. Des manifestations réprimées par les forces de l'ordre qui ont sérieusement perturbé les activités sur des espaces commerciaux ainsi que la circulation. L'opposition continue donc à manifester sur tout le territoire national jusqu'à ce que le régime en place révise le calendrier électoral. Un mot d'économie, selon les derniers chiffres de la direction commerce de la Commission européenne, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'UE ont atteint entre 2014 et 2013 quelques 29,23 milliards d'euros en hausse de près de 7%, suivant ce reportage de Judith Koindo. Maroc était l'an dernier le 28e partenaire commercial de l'Union européenne avec 18,22 milliards d'euros de marchandises importées et 11,1 milliards d'euros de biens exportés. D'après les statistiques de la direction commerce de la Commission européenne, ce niveau d'échange place le Maroc à la 20e place parmi les partenaires de l'Union européenne en 2014 pour ce qui est des exportations et à la 31e position en ce qui concerne les importations. Les produits non agricoles se taillent la part du lion avec les échanges commerciaux entre les deux partenaires avec 25 milliards d'euros, dont près de 14 milliards d'euros de machines et de produits textiles suivis des produits alimentaires et matières premières avec plus de 4 millions d'euros. La ventilation des exportations de l'Union européenne vers le Maroc par type de marchandises fait apparaître que celles-ci se composaient en 2014 principalement de machines et de matériel de transport, d'articles manufacturés et de combustibles minéraux. Lors de la même année, selon les statistiques de la direction commerce de la Commission européenne, le Maroc a exporté vers l'Union européenne pour 3,83 milliards d'euros de machines et de matériel de transport pour 2,87 milliards d'articles manufacturés et pour 2,25 milliards d'euros de produits alimentaires. La direction relève que les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne n'ont cessé de croître ces 5 dernières années, passant de 21,5 milliards d'euros en 2010 à 24,8 milliards l'année suivante avant d'atteindre les 26,2 milliards en 2012. Dans le reste de l'actualité et de la santé, à présent, le Libéria, martyrisé par Ebola, est sur le point d'être officiellement débarrassé de l'épidémie qui a fait près de 5000 morts. Après les centaines de malades refoulés, les centres de traitement saturés, les cadavres incinérés par dizaines, les soignants décimés et les régions entièrement mises en quarantaine. Voyons ce reportage de Judith Koindo. Le Libéria s'acheminait déjà vers l'objectif tant désiré de 0 cas quand le virus Ebola lui a infligé une ultime avanie, la première contamination enregistrée en presque un mois le 20 mars. Il s'agissait d'une femme de 44 ans, Ruth Tumba, probablement contaminée lors d'un rapport sexuel avec son compagnon survivant d'Ebola, le virus pouvant subsister dans le sperme bien au-delà de la période d'incubation de 21 jours, parfois jusqu'à près de 6 mois. Le
Le 9 mai marquera l'expiration des 2 fois 21 jours après son enterrement le 28 mars, mais surtout l'épilogue de plus d'une année de souffrance et de sacrifices inhumains. Des tragédies plus cruelles encore se sont déroulées comme en août à Baladia, près de la frontière avec la Sierra Leone. Ouvert en août avec 120 lits, le centre de traitement d'Ebola de Médecins sans frontières à Monrovia a dû plus que doubler sa capacité pour devenir le grand plus jamais construit au plus fort de l'épidémie quand il en était réduit à renvoyer des patients faute de place. Ces renforts, en revanche, peuvent agir directement sur les malades d'Ebola puisque très peu ont été soignés dans les centres construits par l'armée américaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, partie en décembre 2013 du sud de la Guinée avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone voisin, a fait plus de 4 700 morts pour quelques 10 500 cas au Libéria. Environnement à présent, les climatiseurs et autres splits contribuent fortement au réchauffement de la planète, ce que révèle une étude parue le 27 avril dernier dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Science. Cette enquête met en cause le boom des achats de climatiseurs dans les pays du Sud. Marie-Angèle Gono. L'étude parue le 27 avril dernier dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Science indique que la fabrication de climatiseurs contribue fortement au réchauffement climatique. Le boom des achats de ces appareils dans les pays du Sud est à l'origine de cette situation dramatique, car en seulement 5 ans, la Chine, principal fabricant de climatiseurs dans le monde, a doublé ses ventes avec 64 millions d'unités produites en 2013 à destination de l'Inde, du Brésil ou du Nigeria. En effet, la fabrication de ces appareils utilisés dans les maisons, voitures et centres commerciaux se fait dans des centrales alimentées au charbon, une énergie polluante génératrice de gaz à effet de serre. Cette recherche prévoit une augmentation par an de 23 milliards de tonnes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère si le rythme actuel des ventes de climatiseurs continue. Le principal auteur de cette étude, Lucas Davis, chercheur à l'université de Berkeley, souligne que la proportion des ménages équipés en climatisation va passer de 13% aujourd'hui à plus de 70% d'ici la fin du siècle dans les pays tropicaux. L'hydrofluorocarbure, gaz utilisé dans les systèmes de réfrigération, est le principal contributeur du réchauffement climatique. L'étude montre qu'en 5 ans, la proportion de ce produit dans l'air a augmenté de 30% dans les pays du Sud. Pour les chercheurs, l'urgence de réglementer ce gaz réfrigérant s'impose. Ils proposent donc d'interdire son usage dans les pays du Sud, comme c'est le cas dans les pays du Nord depuis la ratification en 2005 du protocole de Kyoto. Un mot de culture lancé à Bamako il y a 2 ans, Djarabi, la première collection malienne de romans sentimentaux, vient de faire paraître son 5e roman, Amour Haram, qui se déroule à Tombouctou durant l'occupation islamiste. Dans un pays où la pratique de la lecture est très peu développée, ces romans à l'eau de rose connaissent un succès grandissant auprès des lectrices qui s'identifient facilement à ces histoires qui évoquent leurs préoccupations quotidiennes. Djarabi, Amour en Bambara, une des langues du Mali, c'est le nom de la première collection malienne de romans sentimentaux qui a vu le jour à Bamako il y a 2 ans. Le dernier titre paru, Amour Haram, relate les retrouvailles d'une jeune malienne originaire de Tombouctou avec son amour d'enfance qui était passé dans le camp des islamistes occupant la ville en 2012. Elle avait peur de ce qu'elle allait trouver à Tombouctou, peur de devoir se soumettre aux nouvelles contraintes imposées par ceux qui contrôlaient la ville, peur de ne pas supporter ce qu'il en avait fait. Ces arlequins maliens, publiés par une maison d'édition financée par des capitaux maliens et écrits par des femmes, remportent un succès grandissant auprès des lectrices dans un pays où la pratique de la lecture est peu répandue. Le fait qu'elles se reconnaissent et dans le contexte, et dans les problématiques, et dans les personnages, c'est quelque chose qui permet de peut-être casser l'image rébarbative qu'elles ont de la lecture. Tirés à 2000 exemplaires, les romans Djarabi respectent les codes de la littérature sentimentale. La rencontre, une situation de blocage, suivie d'un dénouement heureux. Tout cela dans un univers culturel et social auquel les lectrices peuvent facilement s'identifier. Ce que j'apprécie particulièrement dans la collection, c'est le fait que c'est atypique. C'est des histoires d'amour de chez moi, du Mali. Donc c'est un peu le reflet de mes copines et moi.
Les protagonistes de ces romans se révèlent également être de véritables modèles pour certaines de ces lectrices. Elles ont des parcours remarquables au niveau de leurs études et moi aussi j'aimerais être comme elles. Et en plus de ça, elles ont des comportements irréprochables et elles ont de bons boulots dans de bonnes sociétés et elles sont très bien payées. Ainsi, tout en restant attachés aux valeurs traditionnelles de la famille et du mariage, ces récits mettent en scène des personnages ancrés dans la modernité, comme nous le dévoile l'auteur du prochain roman. C'est ce que j'évoque dans celui que je suis en train d'écrire, les relations plus ou moins virtuelles que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est une réalité. On pense que c'est seulement dans les pays occidentaux, mais non. Alors comment est-ce qu'une jeune femme malienne peut vivre une histoire d'amour par Internet? Ça, on pourrait le découvrir. Voilà. En attendant, Diarabi dispose de 5 titres qui ont déjà suscité chez nombre de jeunes femmes une vocation pour la lecture et qui sait peut-être bientôt pour l'écriture. Du sport en plus bref et en images, des joueurs de la Liga espagnole menacent de se mettre en grève à partir de samedi 16 mai pour obtenir une redistribution équitable des droits de retransmission télévisée entre les clubs de première et de deuxième division. Nous demandons moins de différence dans la distribution des droits entre la première et la deuxième division, comme cela se fait ailleurs en Europe. Voilà l'une des revendications des footballeurs, une situation qui pourrait remettre en cause l'évolution des joueurs africains dans les deux divisions de la Liga espagnole. Nous y reviendrons. Dina Koussou est déjà sur ce plateau pour 7 minutes. Nous allons évoquer la situation en République centrafricaine depuis l'officialisation des soupçons de viol sur mineurs commis par des soldats français en mission à Bangui. L'enquête s'accélère en France. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une information judiciaire qui permettra d'identifier les coupables. Serait-ce possible? Réponse dans quelques secondes. Alors, depuis la publication d'un rapport des Nations Unies consignant des témoignages de victimes présumées des viols imputés aux militaires français déployés en Centrafrique, l'enquête s'accélère donc en France. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire qui permettra d'identifier les coupables commis entre décembre 2013 et mai 2014. Pourquoi la communauté internationale s'y intéresse-t-elle que maintenant? Un élément de réponse dans ce reportage de Dina Koussou. Une procédure plus active et pragmatique, c'est ce que tente de faire le parquet de Paris, qui a indiqué ouvrir une information judiciaire afin d'identifier les présumés coupables d'abus sexuels sur des mineurs de nationalité centrafricaine. Pour certains observateurs, ce n'est pas la cruauté des faits qui a mis en lumière ce scandale, mais plutôt la suspension le mois d'avril dernier d'un haut fonctionnaire de l'ONU au Bureau des droits de l'homme, un Suédois nommé Anders Kompass, accusé d'avoir donné un rapport d'enquête aux autorités françaises. Ce diplomate aurait trouvé que les Nations Unies n'avançaient pas assez vite dans ce dossier. Un constat qui l'aurait donc motivé à divulguer en juillet 2014 à la justice française ce rapport contenant une série d'entretiens menés en Centrafrique et relatifs aux viols présumés. Mais comment expliquer que des faits qui se seraient déroulés entre décembre 2013 et mai 2014 dans le camp des déplacés de Mpoko, près de l'aéroport de Bangui, ainsi que de la base française, n'aient pas été révélé depuis longtemps? Aurait-on délibérément choisi de noyer cette affaire? Ces témoignages des victimes ou des témoins de viol qui ont été recueillis entre mai et juin 2014 n'étaient-ils pas un argument important? Autant de questions qui nécessitent des réponses. Dina Koussou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau. J'ai annoncé quelques 7 minutes, mais nous allons aller au pas de course parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, pouvez-vous nous rappeler les faits dans cette affaire en République centrafricaine? Alors justement, les faits se seraient déroulés entre décembre 2013 et mai 2014 dans le camp de Mpoko, qui est justement situé à 2 pas de l'aéroport de Bangui et de la base française. On rapporte que des enfants âgés, dont l'âge varie entre 8 et 11 ans, auraient affirmé soit des victimes ou des témoins de ces viols auraient affirmé voir des militaires français
entretenir, sinon avoir des rapports avec ces jeunes mineurs. Et une petite précision, c'est que ces militaires français, il est au total question de 14 d'entre eux qui sont bien identifiés parce que les victimes ont elles ont bien décrit leur présumé violeur. Je vais mettre ça en griffe puisque l'enquête est justement en cours. Et on dit que ces 14 militaires français sont habitués, sont friands de ce type d'actes, justement, en échange de produits alimentaires, puisque ces personnes sont plongées dans un état de pauvreté. Il faut quand même rappeler que c'est un rapport des Nations Unies dans lequel on a précisé justement ces témoignages de cette dizaine d'enfants centrafricains qui ont été victimes de ces viols, présumées victimes pour ne pas dépasser. Et peut-être ajouter que grâce à justement un Suédois, un haut fonctionnaire de l'ONU, M. Anders Kompass, il va prendre ses responsabilités, il va décider, vu le laxisme, la passivité de sa hiérarchie, de transmettre le dossier à la justice française. Rappelons que c'est un centrafricain, un responsable de l'ONG qui a mis la puce à l'oreille au responsable des Nations Unies en poste à Bangui pour soulever cette question. Et depuis que le lièvre est levé, Dina Koussou, Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, avait déjà demandé à ce que les militaires qui se sentent coupables de ces faits se dénoncent avant que cette information judiciaire soit ouverte. Eh bien, elle a été ouverte par le parquet de Paris. En quoi consiste cette information judiciaire exactement? Justement, l'information judiciaire, c'est une procédure qui permet à un juge d'instruction, donc un juge qui est chargé de trouver des solutions, de répondre aux problèmes posés, surtout de préparer le procès, pour être plus clair. Cette procédure permet, pour le dire, au juge d'instruction de rechercher la vérité, de prendre attache avec les témoins, d'entendre les personnes poursuivies ou bien les personnes impliquées. Et il faut dire que l'ouverture de cette procédure, donc l'information judiciaire, confirme la position du chef de l'État français, François Hollande, qui a déclaré que des sanctions lourdes seront appliquées si jamais les faits sont avérés, seront appliqués sur ces militaires. Ajouté à cela, il a estimé qu'on ne pouvait pas, parce qu'on voudrait assouvir ses désirs, jouer sur la faiblesse des gens. Et c'est quand même un scandale selon l'exécutif français. En même temps, il faut quand même signaler qu'au niveau de la République centrafricaine, il y a aussi des enquêtes internes qui sont en train de se faire. Et à l'issue de ces enquêtes, nous verrons clair sur ce dossier. Alors, dernière question, Dina Koussou. Si les faits sont avérés, quelles seraient les sanctions pour les militaires français? Et bien sûr, est-ce que les familles des victimes sont en droit d'attendre quelque chose de la part de l'État français en termes de dédommagement? Justement, Carnot, avant même de répondre à cette question, je trouve important de préciser que dans la loi française, l'âge de la majorité sexuelle est fixé à 15 ans. Et ici, il s'agit des enfants dont l'âge varie entre 8 et 11 ans. Donc, nous sommes c'est clair que c'est un viol et c'est reconnu par justement le droit pénal français. Alors pour revenir aux sanctions des présumés coupables, donc ces militaires, première sortie, je ne sais pas, première sanction, il faut le dire comme ça, qui pourrait découler si jamais ces accusations sont confirmées. Alors ces militaires pourraient encourir des peines de prison jusqu'à 15 ans. Ça, c'est selon l'article 222-24, alinéa 2 du Code pénal français. Si un viol est commis sur mineur, justement, on peut être frappé d'un emprisonnement, de la réclusion criminelle à 15 ans. Et à côté de ça, pour aller plus loin, il pourrait arriver, selon l'article 222-26 du Code pénal toujours français, que ces personnes soient frappées d'une réclusion à perpétuité, justement parce que si l'on commet un viol, après un viol, il faut dire que des violences ou des tortures, des actes de barbarie sont appliqués sur ces individus-là, on peut être frappé de la réclusion à perpétuité. Maintenant, pour revenir sur les familles des victimes, il faut quand même dire qu'il y a, première chose, essentiellement, il y aurait un dédommagement financier. Ça, c'est une chose sur laquelle l'État français devrait plancher si les accusations sont confirmées. J'insiste là-dessus, nous attendons les résultats de l'enquête. Et la deuxième chose, c'est que la France devrait penser à créer ou à organiser une prise en charge psychologique pour ces victimes et pour leurs familles. C'est quand même un traumatisme, c'est quand même une situation assez déplorable et dont tout le continent africain est vraiment indigné de cette situation. Dans tous les cas, on attend les conclusions de cette enquête et de cette information judiciaire ouverte par le parquet de Paris. Dina Koussou, merci d'être arrivée sur ce plateau. Merci.
C'est également la fin de cette édition de l'information sur la chaîne panafricaine. Voici le rappel des principaux titres qui l'ont constitué au Gabon. Ouverture à Libreville du 3e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles d'Afrique. Une assemblée générale qui devrait examiner plusieurs thèmes liés aux activités scientifiques et organisationnelles du congrès et les perspectives de sa promotion en une organisation continentale qui contribue à la promotion des principes démocratiques et valeurs constitutionnelles et qui pourrait porter sur les relations de coopération avec les espaces régionaux. La direction du commerce de la Commission européenne annonce que les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne ont atteint en 2014 quelques 29,23 milliards d'euros, en hausse de près de 7% par rapport à 2013, ce qui faisait du Maroc l'an dernier le 28e partenaire commercial de l'Union européenne avec 18,22 milliards d'euros de marchandises importées. La donne donc a changé. Ce niveau d'échange place le Maroc à la 20e place parmi les partenaires de l'UE en 2014 pour ce qui est des exportations et à la 31e position en ce qui concerne les importations. Et je vous le disais en plus bref, menace de grève des joueurs des championnats espagnols de football. Les athlètes professionnels brandissent le débrayage à partir du 16 mai si un accord n'est pas trouvé avec le gouvernement à propos d'une meilleure répartition des droits de retransmission télévisée. Nous demandons moins de différence dans la distribution des droits entre la première et la deuxième division, comme cela se fait ailleurs en Europe. Voilà l'une des revendications des footballeurs. La méditation de ce soir, tirée de la culture guinéenne, la sépulture ne peut ensevelir le nom de l'homme qui a su se rendre utile. Bonsoir.